9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Lyon, la gare de Lyon-Breteau, le 1er février 1918. La nuit vient tout juste de tomber et un gendarme est là qui commence sa ronde habituelle sur les quais de la gare. Il est plutôt pressé, il fait froid, il y a de la pluie, on est en février. Bref, il n'a pas l'intention de rester très longtemps dehors et alors qu'il arrive au bout du quai, il trouve un homme accroupi contre un pilier de fonte et le pauvre homme est en train de grelotter de froid. Il porte une vieille capote de fantassin complètement délavée, elle n'a pas d'écusson et sur la tête il a un calot, mais c'est un calot sans insigne. « Ben, qu'est-ce que vous faites ici ?» demande le gendarme. Et l'homme répond rien du tout, il a les yeux comme ça, hagards. « Vous avez manqué votre train ?» Non, toujours pas de réponse. L'homme le regarde toujours avec ses yeux un peu effarés. Il est assis par terre, prostré dans le froid. Évidemment, le gendarme est pris de pitié. Il prend cet inconnu, il le raccompagne dans la gare et il se dit qu'il va reprendre ses esprits. Sauf que les minutes passent et les heures et que la lucidité ne semble pas gagner notre personnage étonnant. Il est incapable de dire qui il est incapable de dire d'où il vient, et encore moins où il va. Il n'a sur lui aucun document, je précise, c'est aucun document militaire, mais aucun document civil non plus. Et bientôt, les gendarmes vont comprendre qu'il ne sert à rien de le questionner davantage. On appelle l'asile psychiatrique de Bron, et puis on demande qu'il soit pris en charge. Alors voilà qu'il arrive à l'hôpital, les médecins tentent de percer le mystère. Vous savez, la guerre, à l'époque, 1er février 1918, la guerre est toujours en cours. On veut s'assurer que cet homme-là n'est pas en train d'essayer de se faire passer pour un fou pour ne pas retourner dans les tranchées. Il y a tellement de déserteurs ou de gens qui se font ce qu'on appelle la fine blessure, vous savez, pour éviter de retourner au front. Alors, il y a des entretiens avec des médecins, mais les médecins affirment que cet homme-là souffre du délire de persécution et ils préconisent l'internement. Les médecins vont tenter d'en savoir quand même davantage sur l'identité de cet homme et durant un quart d'heure de lucidité, il finit par donner son nom. Incroyable. Il s'appelle Anthelme Mangin. Il est né un 1er mars et il dit qu'il vit à Vichy, rue Célastrat. Ah, ben voilà. On se dit qu'enfin, on a une piste. Anthelme Mangin. Donc, on l'emmène à l'asile de Clermont-Ferrand, ce qui va permettre à ses proches de venir le visiter. On sera beaucoup plus près. Et on enquête à Vichy pour essayer de retrouver sa famille. Oh, l'enquête est très courte, la rue Célastrat n'existe pas. Quant au nom d'Anthelme Mangin, désolé, mais il ne figure à Vichy sur aucun registre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand même, il faut arriver à trouver qui est cet homme. Alors, on va publier sa photographie, on va la placarder dans tous les centres régionaux du pays, à la fin de la guerre seulement. Personne ne fait attention à ça. Le 23 décembre 1919, on est donc maintenant plus d'un an après la fin de la guerre, Le Petit Parisien, le célèbre journal, va publier cette photo dans ses colonnes. Et sous la photo, on met « Anthelme Mangin, asile d'aliénés de Clermont-Ferrand, vient de l'asile de Bron, taille 1,66 m, yeux châtains, cheveux châtains, foncés, clairsemés, barbe châtaine, teint pâle ». Une dizaine de lecteurs du journal entrent en contact avec l'asile, demandent davantage de renseignements. Vous savez, il y a tellement de familles à l'époque qui cherchent un cher disparu, on demande des photos plus nettes, et après quelques échanges, il y a quand même une famille qui a l'air de reconnaître cet homme et nous dit qu'Anthelme Mangin ne s'appelle pas du tout Anthelme Mangin, il s'appelle Albert Mazinck. Sa mère, sa sœur, du moins celle qui prétendent être sa mère et sa sœur, n'ont pas de doute. Mais oui, c'est lui, c'est bien Albert. Le 10 janvier 1920, toutes les deux viennent à l'asile de Clermont-Ferrand pour le reconnaître. Anthelme, lorsqu'il les voit, ne réagit pas du tout. Le préfet accorde tout de même son déplacement à l'asile de Rodez, d'où sont originaires les deux femmes qui le réclament. Et Anthelme est placé à ce moment-là sous la surveillance d'un médecin, le docteur Fénéroux. Ce docteur Fénéroux, c'est lui qui désormais va suivre le dossier Mangin. Il reçoit la famille Mazinck. Ceux-ci réclament en août 1920 qu'Albert, comme il l'appelle, entre chez eux, et on peut dire que théoriquement cette affaire devrait être à peu près classée.
C'est Jean-Yves Le Naour, que j'ai toujours grand plaisir à citer, et qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Le soldat inconnu vivant ». Voilà ce qu'il nous dit. Après avoir souligné la douceur d'Antelme Mangin, qui n'est pas dangereux et peut tout à fait quitter l'asile d'aliénés pour être replacé dans sa famille, la sœur Mazinck affirme que son frère n'est pas fou mais juste amnésique et qu'il se rétablira avec certitude au sein de son milieu. La seule condition émise par cette femme est de bénéficier en retour de sa pension d'aliéné. Ah oui, quand même. Le docteur Fénérou demande du temps afin de réfléchir. La vérité, c'est que de plus en plus, il doute sur l'appartenance d'Antelme à cette famille qu'il n'a pas l'air de reconnaître du tout. Le préfet de l'Aveyron suit le dossier de près. Lui défend l'hypothèse inverse. Ça arrangerait bien l'État qu'on trouve une famille d'accueil pour cet homme-là. Il se fiche en vérité de la véracité du lien filial, vous l'avez compris. Lui, son but, c'est de libérer une place dans l'asile. Le docteur demande aux archives militaires de lui envoyer le dossier d'Albert Mazinck et lorsque le dossier parvient sur son bureau, il s'aperçoit qu'Albert mesurait 10 cm de moins qu'Antelme. Alors là, quand même, non, le préfet insiste. Il va former une commission composée de personnes qui ont connu Albert Mazinck avant la guerre et qui se rassemblent le 4 janvier 1921 à l'asile de Rodez. Il y a là l'ancien instituteur d'Albert, il y a un mécanicien qui l'a bien connu, le maire de la commune, il y a aussi un cultivateur, bref. On fait une rencontre avec Antelme, et alors là, tout le monde est catégorique, il ne s'agit pas d'Albert Mazinck, qui était beaucoup plus petit, qui ne parlait qu'en patois, qui n'avait pas la même couleur de cheveux, et d'ailleurs Albert avait un tatouage que ne possède pas Antelme. Seulement la mère et la sœur d'Albert s'obstinent. Après tout, il a pu grandir pendant la guerre, on voit pas bien comment, mais enfin bon... Et lors d'un entretien, l'amnésique leur a justement parlé en patois, c'est bien la preuve, vous voyez. À partir de ce moment, plus personne ne croit évidemment la famille Mazinck. Le docteur Fénérou, pour autant, ne désespère pas. Lui est certain qu'en s'y prenant bien, il va réussir à retrouver l'identité de ce malade. Vous écoutez Radio Classique. Alors à présent, le docteur Fénérou veut utiliser les grands moyens. Il propose au ministre des Pensions, qui s'appelle André Maginot, que vous connaissez pour d'autres raisons, de diffuser dans tous les journaux nationaux le visage d'Antelme Mangin, afin que celui puisse avoir une chance de retrouver sa famille. Le ministre n'est pas du tout favorable, a priori. Il affirme qu'on ne peut dévoiler dans les journaux la vie d'un pauvre aliéné, mais avec l'aide d'un puissant sénateur du coin, le médecin parvient quand même à faire pression sur le ministre. En évoquant le sujet dans l'hémicycle du Sénat, la presse va s'emparer de l'affaire et on peut dire qu'il y a une véritable volonté de faire pression sur le gouvernement. En même temps, la presse s'émeut du sort de ce pauvre homme qui n'est toujours pas rentré dans ses foyers depuis la fin de la guerre, vous vous rendez compte, etc. Dans La Voix des combattants, qui est un journal dont je n'ai même pas besoin de vous donner quel est l'objet, de vous dire quel est l'objet, on peut lire « La France a eu 1500 000 morts, mais 1100 000 familles peuvent pleurer sur des tombes, 400 000 soldats ont été portés disparus, leurs corps ayant été détruits dans la fournaise. Eh bien, un de ces 400 000 deuils est illégitime. Il y a quelque part en France, dans un village, sur le socle d'un monument aux morts, un nom gravé qui n'a pas le droit d'y être. Au début de l'année 22, vous voyez que le temps passe, le gouvernement finit par accepter que donc le visage d'Antelme Mangin soit publié dans la presse, et c'est ainsi donc que, on est là en février 22, la photo paraît dans tous les grands journaux nationaux avec une description physique détaillée. Et dans les semaines qui suivent ces publications, ce sont plus de 400 lettres qui parviennent à l'asile de Rodez, où se trouve toujours notre Antelme. Ces lettres arrivent de toute la France, et même d'au-delà. Il y a des lettres qui arrivent de Bretagne, de Corrèze, de Corse, du Poitou, mais aussi des départements, enfin des régions d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de la Réunion. Les lettres toutes sont formelles. Alors il y en a qui arrivent de toutes les classes sociales. Quand le docteur accueille les visiteurs, il écrit que se présentent à la porte de l'asile à la fois des personnes en coiffe et gros souliers plats, des ouvrières aux ongles cassés, aux cheveux coupés courts, mais aussi des bourgeoises aux bas fins.
Toutes ces personnes sont à la recherche d'un homme dont le corps n'est jamais revenu, alors un fils, un père, un frère, un cousin, un ami, que sais-je. Et l'annonce dans ce journal va faire renaître l'espoir d'une survie. Le docteur Fénérou répond patiemment à l'ensemble de ces lettres. Il reçoit ensuite les familles à l'asile de Rodez. Voici ce que nous dit Jean-Yves Le Naour de nouveau. L'apparition du malade est un choc. Certains sont stupéfaits ou scrutent avec attention, signe de leur doute, mais ceux qui se prononcent instantanément sont plus démonstratifs. Les bras se tendent vers Mangin, on le caresse, on lui offre des présents, on l'accable de mots tendres, de pleurs et d'un long monologue au cours duquel sont cités à n'en plus finir des noms de lieux évocateurs, des noms d'amis, de parents, des souvenirs manquants du temps du bonheur, de l'enfance ou de la paix. On lui parle dans tous les patois, on lui montre des photos ou des objets chargés de sens, mais rien ne parvient à sortir l'amnésique de sa torpeur. Il n'est pas complètement immobile, au demeurant. On peut s'intéresser aux cartes postales pour en regarder les images, toucher les objets ou les boutons de manteau de ses supposés parents, mais le plus souvent, il est indifférent. À chaque fois ou presque, il est contraint de se déshabiller pour que les visiteurs puissent se rendre compte de l'inexistence des marques qu'ils ont indiquées. Il en manifeste une certaine irritation, mais sur la calme insistance de Fénérou, il s'exécute sans mot dire. Tant et tant de personnes viennent à Rodez que finalement, il y a des journaux qui se mettent carrément à parler d'un pèlerinage. Le journaliste Paul Bringuier écrit « Sous l'arc de triomphe de l'étoile, une flamme brûle sur la tombe d'un soldat inconnu. Il est le symbole du sacrifice de tous, mais au fond d'un asile de fous, ce soldat inconnu a un camarade vivant, lui porteur du même symbole, fantôme d'une épopée, représentant miraculeux sur terre de 400 000 noms de soldats français qui ont poussé le sacrifice et l'humilité jusqu'à ne pas laisser même de dépouilles. » Et les lettres continuent d'arriver, il y en a partout, il y en a même qui arrivent de pays étrangers, cette fois de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, de Lettonie. Le docteur continue de recevoir les candidats à la paternité ou à la fraternité, ça dure des années. Et 8 ans après, je vous dis bien 8 ans après, en 1930, il continue encore et toujours à accueillir des personnes qui, en fait, c'est ça la vérité, n'ont pas fait le deuil d'un proche disparu. Il arrive souvent que le docteur certifie aux visiteurs que la personne qu'il recherche n'est pas Antelme Mangin, mais certains ont du mal à l'accepter. Il y en a qui témoignent dans les journaux, qui tentent de mettre l'opinion derrière eux pour faire pression sur l'asile de Rodez. Par exemple, Lucie Lemay, une veuve qui tente de retrouver son mari Marcel, et a été persuadée de reconnaître en Mangin ce mari dont elle est restée sans nouvelles depuis septembre 14. Elle mobilise la presse derrière elle. Elle tente d'obtenir la garde d'Antelme. Mais le docteur Fénérou résiste à toutes ces pressions. Voilà près de 12 ans maintenant qu'il tente de percer le mystère. Ce pauvre homme, la vérité c'est qu'il a un petit peu perdu espoir quand même. Après tout, il se dit pourquoi s'acharner ? Et puis voilà que, dans la matinée du 20 novembre 1930, il reçoit sur son bureau un courrier pas comme les autres. Un courrier qui, cette fois, va permettre de lever le voile de ce mystère. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 21 novembre 1930, le docteur Fénérou ouvre une lettre qui arrive du ministère des Pensions et qui contient un courrier d'un certain Joseph Monjoint qui entreprenait des démarches administratives pour son père veuf, âgé de 74 ans. Ce père devait recevoir la pension liée à la disparition de son fils durant la Grande Guerre. Et dans cette lettre, Joseph Monjoint explique qu'il est sans nouvelles de son frère Octave depuis 1914. Et pourtant, à la fin de la guerre, durant le mois de janvier 18, une lettre envoyée à son père annonçait l'arrivée imminente de son fils, qui avait été prisonnier en Allemagne depuis 14 et dans un état de semi-démence. L'Allemagne avait donc souhaité rendre le prisonnier un peu fou à son pays. Seulement, à partir du mois de février 18, l'armée française était restée sans nouvelles de ce soldat qui se trouvait dans un train en direction de la France, exactement donc au moment où l'on a découvert sur le quai de cette gare à Lyon Antelme Mangin. À la lecture des lettres, le docteur Fénérou tente d'entrer en contact avec la famille Monjoint. Il souhaite que cette famille envoie des photographies, des lettres du frère disparu, et on confronte les documents, bien entendu, on confronte l'écriture, on regarde les photos, et ça concorde.
en janvier 1931, vous vous rendez compte le temps qui a pu passer, le docteur Fénérou invite donc Joseph Montjoint à venir voir son frère. Sauf que, au moment de la rencontre, Joseph n'a pas l'air de reconnaître son frère. Faut vous dire que ça fait 18 ans qu'ils ne se sont pas vus, quand même. Tout, pourtant, absolument tout concorde entre le dossier militaire d'Octave Montjoint, dossier de 1914, et cet Anthelme Mangin, comme il se fait appeler. Pour avoir le cœur net de cette affaire, on décide d'emmener Anthelme à Saint-Maur-sur-Indre, qui est le lieu où il avait vécu avant la guerre. Et voici ce que nous dit Jean-Yves Le Naour de nouveau. L'opération a lieu le 27 septembre 1933. Une automobile dépose Mangin à la gare de Saint-Maur, le laissant libre d'aller où bon lui semble. Sans hésitation, alors que la route fourchait et que le bourg était caché par une rangée de peupliers, l'amnésique se dirige aussitôt vers le village. Sur son passage, les gens le regardent silencieux pour la plupart, tandis que certains confirment l'identité d'Octave Montjoint. Son premier arrêt est pour le café Carmillot, où il s'assied un instant avant de reprendre son chemin vers la rue du Moulin, où se trouvent les maisons de son père et de son grand-père. Toujours avec la même certitude, il entre dans la maison de son père, Pierre Montjoint, mais ne le reconnaît pas plus que son frère, reste distant et ne manifeste aucune émotion. Les membres du parquet qui assistent à l'opération suggèrent alors à Mangin de se rendre à l'école. Et voilà l'amnésique qui se dirige sans coup férir vers le local qu'il a fréquenté dans sa jeunesse. En regardant l'automobile et en passant devant l'église, Mangin a eu ces quelques mots, les seuls qu'il aura prononcés de la journée. « L'église a changé ». En effet, la foudre, c'est vrai, avait démoli le clocher quelques années plus tôt. Bon, là on peut dire qu'il n'y a plus aucun doute, Anthelme Mangin et Octave Montjoint sont une seule et même personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui et il nous explique à quel point pour le docteur Fénérou, maintenant, la difficulté, ça va être de faire comprendre à toutes les familles qui revendiquaient Mangin, qui voulaient l'avoir pour elles, qu'un dossier beaucoup plus sérieux et solide a été choisi. Et elles réclament à leur tour que l'amnésique vienne se rendre dans les différents villages pour tester ses réactions. Bref, le médecin commence à en avoir assez, il ne veut rien entendre. La justice doit elle aussi trancher en faveur de la thèse que défend le médecin. Sauf que ça prend du temps de nouveau. L'expertise va durer, tenez-vous bien, 4 années. Et durant toute cette période, on peut dire de Mangin qu'il est devenu une célébrité. Les actualités pâtées projettent sa tête sur tous les écrans de France. De temps à autre, des familles continuent à voir en lui le proche qu'elles pleuraient depuis longtemps. En 1937, Jean Anouilh va écrire une pièce qu'il intitule « Le voyageur sans bagages », dont l'histoire est évidemment inspirée du destin de Mangin. Et 15 ans plus tôt, en 22, Jean Giraudoux déjà s'en était un peu inspiré pour certaines des scènes de Siegfried et le Limousin. En janvier 1937, un ultime procès doit décider définitivement du sort d'Anthelme Mangin. Après ce procès de plusieurs mois, voilà que le tribunal de Rodez rend son verdict. On est là le 16 novembre 1937. Anthelme Mangin est bien Octave Montjoint. Mais les familles déboutées font appel et la procédure va rallonger le délai d'encore quelques années. Le 23 mars 1939, le frère aîné de l'amnésique Joseph Montjoint meurt après une chute de cheval et 10 jours plus tard, c'est au tour du père de mourir de vieillesse. À l'époque, il a 82 ans. Jamais, ni l'un ni l'autre, n'aura revu son fils ou son frère revenir dans la demeure familiale. Le magazine illustré Match va écrire dans ses colonnes le 13 avril 1939, je cite, « La porte de l'asile, déjà entr'ouverte, s'est refermée sur l'amnésique. Le soldat a retrouvé son nom, mais il ne retrouvera pas sa destinée. » La guerre qui s'annonce, parce qu'on est sorti d'une guerre, on a fait tout ce travail pendant tout ce temps, mais il y a déjà une nouvelle guerre maintenant qui est en train de se profiler, et évidemment, c'est une guerre qui va mettre un terme aux procédures de justice, et puis finalement, le 10 septembre 1942, c'est au tour d'Anthelme ou d'Octave, comme vous voudrez, de mettre
de mettre un terme à cette histoire puisqu'il vient à mourir. Donc le 10 septembre 1942. On est en pleine occupation. L'homme en question, cette espèce de soldat inconnu vivant et qui vient donc de décéder en 1942, est placé dans la fosse commune de Bagneux. Mais en 48, son corps sera ramené au cimetière de sa ville natale et il repose aujourd'hui dans le carré réservé aux morts pour la France. Et sur sa tombe, je vous rassure, on a bien mis le nom d'Octave Montjoint. Vous écoutez Radio Classique.